Alors, je suis aidante depuis 5 ans et plus particulièrement depuis que j'ai pris ma retraite, puisque mon mari est tombé malade et le diagnostic est tombé la semaine de ma retraite. Il avait donc un Parkinson associé à une maladie corps de Lévy. Donc, j'ai pris conscience qu'il fallait que je l'aide à la fois dans son quotidien et connaissant cette maladie qui est neurodégénérative, je sais qu'il n'y a pas de traitement, sauf qu'on peut apporter un traitement à chaque symptôme. Donc en conséquence, j'ai commencé à avoir conscience que je ne pouvais pas gérer ce problème seule, qu'il fallait que je m'entoure d'aide, que s'il m'arrivait quelque chose, il fallait que je puisse pallier à un relais. Et puis j'ai aussi tout de suite pris conscience que c'était difficile et que ma vie allait changer. Je m'appelle Elsa Belay, j'ai 33 ans et j'accompagne ma maman qui a une maladie d'Alzheimer depuis, on va dire, 6 ans, 7 ans. Après, on ne sait plus trop au niveau du temps, mais ça va faire un bon moment en tout cas. Je suis l'aidante seule de mon mari. Pas de proches, de famille qui peut venir, j'allais dire, m'aider. Donc c'est 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, voilà, auprès de mon époux, pour qu'il ait une vie encore la plus douce et la plus harmonieuse possible. Les difficultés, c'est qu'il faut constamment s'adapter. S'adapter à ce que la maladie va nécessiter, s'adapter pour trouver les solutions, les plus adaptées, savoir si les décisions que l'on prend sont les bonnes, hem et heu et pas rester seul aussi, pas rester seul. Ça, c'est important. J'ai rencontré plusieurs difficultés sur mon parcours d'aidant. Les premières, ça a été vraiment la période du diagnostic où ma mère ne voulait pas du tout consulter et ça a été très très long à la convaincre. En plus, elle travaillait encore, donc elle était prof, donc c'est très dur dans la maladie d'Alzheimer quand on travaille encore et que personne comprend comment ça se passe. Elle n'arrivait plus à gérer sa classe. Personne l'a compris et donc du coup elle a été convoquée par l'académie qui comprenait pas ce qui se passait. En fait, on l'a forcée à prendre une retraite anticipée. Mais nous, on savait pas que c'était la maladie d'Alzheimer avant. Quand elle a voulu consulter, il y a eu le diagnostic où parfois les professionnels l'annoncent pas de manière très bienveillante. Donc, je veux dire, en tout cas, le neurologue qui nous l'a annoncé, ça a été fait en 10 minutes. Donc ça aussi, votre mère a la maladie d'Alzheimer, contactez l'assistante sociale de l'hôpital et débrouillez-vous. Donc ça, c'est compliqué. On a essayé de construire le maintien à domicile, mais avec cette complexité que ma mère était seule dans son appartement et nous à 800 km. Et donc ça a été extrêmement compliqué pour déjà mettre en place les aides. En plus, moi, je commençais à travailler. Je venais d'avoir mon diplôme d'éducatrice. Je travaillais avec des adolescents. Je veux dire, je travaille toujours avec des adolescents autistes. Je fais toujours le même travail. Et donc, du coup, c'était un peu comment me lancer dans ma vie professionnelle et à la fois accompagner ma mère dans cette situation. On passe par, bien entendu, tout un tas de types de difficultés, qu'elles soient quotidiennes, qu'elles soient psychologiques, qu'elles soient physiques. Donc déjà, comment être du matin au soir occupé au niveau des tâches, quelles qu'elles soient, c'est-à-dire dès le petit déjeuner, ensuite mettre en route sa journée selon les planifications, gérer toutes les priorités, les imprévus, gérer des tâches administratives, mais surtout être dans le cadre d'un accompagnement qu'il soit permanent. La surveillance, elle peut être de jour, mais aussi de nuit, liée à la maladie, qui est un véritable contexte difficile, puisque les troubles du sommeil sont la nuit, et puis les troubles cognitifs liés à la maladie Parkinson à corps de Lévy se situent en permanence autour des troubles de la marche, du langage, autour de la compréhension, de la concentration. Donc un simple discours, un simple échange peut devenir difficile. En conséquence, les difficultés que je rencontre sont aussi d'ordre, je dirais, physique. Comment surmonter
comment organiser au mieux possible une vie quotidienne agrémentée de bonheur, de petites choses qui permettent de voir le ciel bleu dans le quotidien. Et c'est déjà difficile. Comment s'entourer, comment partir en vacances, comment conserver des loisirs, comment vivre cette vie difficile. Je suis passée par toutes les étapes, 5 ans en dormant très mal avec les troubles du sommeil, j'ai cru pas pouvoir tenir. Mais finalement, j'étais en recherche de solutions et des solutions, il y en a, je les ai trouvées. J'ai essayé de m'en sortir seule, mais encore une fois, on ne fait rien tout seul. On ne peut pas se battre seul. Alors, l'isolement de l'aidant, surtout, je parlais du jeune aidant parce que moi j'avais 27 ans quand ça a démarré et que du coup, ben, c'est un âge où je veux dire, voilà, on sort avec les copains, je veux dire, c'est vraiment l'âge où du coup on a vraiment coupé, on est jeune adulte, on a coupé avec nos parents, tout ça, donc on est vraiment dans la construction de notre propre vie. Et l'isolement, il est, par exemple, quand on sort avec des amis qui sont dans une insouciance et que d'un coup, on est rattrapé par autre chose. Et là, on sent une sorte un peu d'isolement où on ne vit pas du tout la même chose, le même stress. Moi, j'avais 30 messages de ma mère en soirée, j'étais super inquiète. Donc, du coup, cet isolement-là, et il existe. Et on fatigue en fait. Et c'est vrai qu'il peut m'arriver, parfois, j'ai pas la force de sortir, d'aller voir des amis parce que je suis crevée en fait. J'ai envie de rentrer chez moi et me poser. Donc je pense que quelque part on s'isole un peu. Donc c'est pour ça que il faut faire attention à pas s'oublier et à dire certes, voilà, notre proche est malade, mais voilà, il faut pas oublier notre vie. Et c'est ça qui est très, très, très dur à équilibrer. Et donc, du coup, il faut vraiment faire attention à ça. Donc, l'isolement là, et puis sur toutes les démarches administratives, on se sent très isolé. Vraiment. Et sur ce qu'on vit, parce que aussi, l'isolement aussi, c'est quand, par exemple, je vais voir ma mère à l'EHPAD et ça se passe mal. Quand je ressors de l'EHPAD et que je suis en pleurs, bah là, je me sens isolée. Je veux dire, de ce que j'ai vécu, voilà, je me sens isolée dans ce que j'ai pu vivre et ça, c'est dur, quoi. Mon isolement, c'est surtout traduit pendant le premier confinement, où là, bah, notamment les soins d'orthophonie, puisque c'était ce qu'avait mon époux, et puis la journée d'accueil qu'on avait mis en place, tout s'est brutalement arrêté. Donc là, l'isolement a été fort. Le fait qu'on puisse plus bouger, quoi. On était vraiment reclus. Donc là, ça a été vraiment, je pense, le point le plus fort. Après, j'ose pas dire qu'on s'habitue, mais il y a un peu, j'allais dire, voilà, on gère mieux, on gère plus facilement l'isolement. L'isolement, il se traduit aussi avec certains amis, certains proches qu'on ne voit plus ou qui vous donnent très peu signe de vie, faut le savoir. Mais bon, c'est comme ça. La maladie, ça fait peur, et puis ça met des distances, faut le savoir. Voilà. J'en ai fait une question de choix, parce que, encore une fois, l'isolement social arrive en toute logique dans un contexte de maladie. Le Covid n'a rien arrangé. Il convient de se faire à soi-même un constat qui est celui de comment je vais pouvoir garder de la force dans l'émotion, comment je vais pouvoir conserver l'action, c'est-à-dire ce qui peut permettre de bouger, donc de conserver des projets, de pouvoir avoir même des petits projets qui permettent justement de pallier à toutes ces difficultés, encore une fois. Avant d'arriver à Delta 7, je suis rentrée par plusieurs petites portes, notamment l'hôpital où mon mari est suivi ne gère pas bien l'accompagnement des aidants. Il reste dans le soin et dans la visite médicale, et une fois qu'on est ressorti, on est un peu seul. Les aides, comme tout le monde, j'ai fait Internet, mais sans savoir où aller. Les réflexes, on appelle la Sécu. Et puis tout bêtement, une association à côté de chez moi m'a dit vous allez avoir un coup de fil d'une coordinatrice. D'accord, donc j'ai attendu effectivement ce coup de fil que j'ai eu et on m'a orienté
vers effectivement un numéro de téléphone que je pouvais appeler avec un nom. J'ai appelé, je suis tombée sur Madame Martin. Et donc j'ai laissé un message et Madame Martin m'a rappelé le lendemain, mais de manière très constructive. C'est-à-dire qu'elle m'a donné des contacts, des numéros de téléphone, des indications précises, importantes pour moi, et elle m'a un petit peu mis sur un rail. Et j'ai pris le temps, dans le mois qui a suivi, d'appeler tout le monde et de trouver ça fort intéressant parce que elle m'a mis sur un réseau de relations d'humains. Et j'ai trouvé à chaque fois des humains très à l'écoute et dont c'est le métier. Et ça, c'est rassurant. Alors, comment j'ai connu Delta7 par hasard, en faisant des recherches sur Internet, en me disant il doit forcément avoir quelque chose où on peut être accompagné pour notre proche. Non, c'était une période où j'étais très désemparée de la situation. Ça allait pas du tout à Marseille pour ma maman. Et j'avais vraiment besoin d'un soutien. Et voilà, je sais pas, j'ai dû rebondir je sais plus trop, mais en tout cas, voilà, j'ai trouvé un numéro sur Internet, j'ai appelé. Et voilà, j'ai trouvé la psychologue et elle m'a reçue. Et ça a été vraiment très bénéfique parce que ça a pu vraiment m'accompagner sur les moments difficiles que j'ai pu avoir ou que j'ai toujours euh, au sujet de ma maman que j'accompagne. Et en tout cas, c'est important pour moi et je les remercie beaucoup parce que ça m'a beaucoup aidé à prendre du recul sur des situations où parfois on n'imagine pas que c'est possible. Je veux dire, on voit tout noir et en fait on se dit, ah bah si, il suffit juste de faire le pas de côté pour voir un peu le tableau un peu différemment que sombre. J'ai eu cette chance, à la sortie du premier confinement, de pouvoir contacter Delta7. Et là, vous donnez une autre orientation à votre vie et justement, vous sortez de votre isolement. Et ça, c'est la chose primordiale. Il ne faut pas rester seul. Alors, pour mettre en place une organisation interne solide qui puisse m'aider et aider mon époux à vivre à deux, déjà, j'ai pris conscience de la perte d'autonomie et de la dépendance. Donc, j'ai été amenée à mettre ce qu'on appelle des aides en place. Et comme je ne fais rien à moitié, j'ai mis beaucoup, beaucoup de choses en place en me disant que plus j'allais être épanouie et plus j'allais être aidée, plus mon mari serait heureux de voir qu'on peut faire quand même des choses. Donc les aides ont été, au départ, j'ai commencé par le répit. Donc j'ai mis en place l'accueil de jour. Tous les vendredis, mon mari a son chauffeur qui vient le chercher et il est déposé dans un accueil de jour de proximité. J'ai mis en place également une auxiliaire de vie 2 fois par semaine pour pouvoir m'aider dans les tâches quotidiennes autour de la maison et de mon mari, compte tenu des tâches principales quotidiennes, la toilette, l'habillement, etc. Et puis j'ai aussi mis en place le personnel de santé, notamment l'orthophoniste pour les troubles du langage et de l'écriture et de la communication. Et puis un kiné à domicile. J'ai tourné en fait avec les prescriptions médicales apportées, le kiné qui permet d'éviter la cramptocormique et la déformation des Parkinsoniens, également l'équipe de soins Alzheimer qui est venue à la maison pour à la fois me présenter une ergothérapeute, une psychomotricienne, et puis comment aménager l'intérieur de la maison, de l'appartement, pour éviter les pertes de repères liées à la maladie. Moi, c'est le fait de savoir que j'étais plus seule pour avancer avec mon mari. D'avoir pu mettre en place aussi bien des séances d'orthophonie, des séances de kinésithérapie, d'avoir une journée pour lui au centre d'accueil de jour, où je sais qu'il est bien, et en plus avec des gens plutôt jeunes comme lui, donc il y a une vraie stimulation. Et puis d'avoir aussi un groupe d'aidants, quoi, enfin de pouvoir parler de ces problèmes avec des gens qui sont dans la même situation. Parce que je pense qu'il y a que lorsqu'on vit cette situation qu'on sait vraiment de quoi on parle. Sinon, la notion d'aidant, c'est beaucoup de gens, c'est abstrait. Mais voilà, une fois qu'on a, j'allais dire, on connaît cette situation-là,
on sait de quoi on parle et voilà, ça percute entre nous. En tout cas, j'ai l'impression qu'ils m'accompagnent moi, mais du coup, quelque part, ils accompagnent aussi ma mère. Les aides, effectivement, sont un support, une soupape qui permet d'avancer, de construire quelque chose, construire un quotidien en mode adapté permanent. Parce que de toute façon, ce que j'ai vécu l'année dernière, c'est déjà différent aujourd'hui. Et ça sera probablement différent demain. Je pense que toutes les situations, même les plus compliquées, on peut toujours en tirer quelque chose de positif. C'est sûr. Et donc, moi, je peux donner un exemple de trucs positifs en tout cas, on a essayé. C'est que du coup, on s'est assemblé avec plusieurs jeunes aidants. Où on a créé un collectif ouvert où on s'est rencontrés à plusieurs reprises pour se dire ce qu'on vit est extrêmement compliqué et que du coup on a envie de faire bouger les choses. Donc on a réfléchi ensemble à un texte, à des propositions et donc du coup on essaye de porter quand on peut à la force de chacun, parce que parfois il y a des moments où on est tous pris par nos vies, mais voilà, c'est notre petit truc qui nous suit, notre petit grand collectif qui nous suit, et ça, je trouve ça c'est positif, et je pense que on espère qu'on pourra faire avancer les choses. Ce que je souhaite, c'est que toutes les choses difficiles qu'on a vécues avec ma sœur et ma mère, que d'autres aidants le vivent pas, et qu'on avance là-dessus, que ces expériences servent pour les prochains, et qu'on s'améliore dans l'accompagnement des malades, mais aussi des aidants et des jeunes aidants, parce que c'est vrai, j'insiste, parce que c'est vraiment notre problématique et c'est pas facile. On a une force. Et malgré la sensibilité qu'on peut avoir, on se laisse pas facilement abattre quand même. Mais on a une vraie force. Et puis, la vie reste belle malgré tout. Elle vous permet de vous dire que partout il y a des gens bien, partout il y a des belles choses. Moi, le conseil que je peux donner à une aidante, c'est de regarder toujours le soleil dans la nuit. De regarder ce qui peut être positif. Parce qu'on est des humains et qu'on est fatigué et qu'on ne peut pas être objectif. On a la tête dans le guidon. On n'a pas assez de recul et on peut arriver à avoir une force mentale que si on la travaille. Et ça peut être plusieurs fois par jour ou dès le matin ou même le soir avant de se coucher. Je pense que ça aide. Et de garder des activités personnelles. Surtout pas s'oublier, parce que si on s'oublie, on pourra pas bien accompagner son proche, et que on est ce qui permet que le proche puisse être bien, puisse avoir une vie la meilleure possible malgré sa maladie, et que si on donne trop d'un coup, parce que en fait c'est un marathon, accompagner une personne qui a une maladie d'Alzheimer, si on court trop vite, on est KO avant la fin, et la route est très longue. La route est très longue, parce que moi déjà ça fait plusieurs années, et parfois je suis un peu essoufflée, et c'est savoir ralentir pour vraiment tenir dans la durée, parce qu'il y a du chemin, et que c'est vraiment long, et pas baisser les bras, et surtout quand les difficultés deviennent plus importantes, essayer de trouver de l'aide, parce qu'il y a des fois on peut pas être tout seul face à cette maladie, elle est très très compliquée à accompagner, et il faut pas culpabiliser. Ce que j'ai envie de dire des aidants, c'est aidons-nous. Parce qu'il n'y a que ça qui peut marcher et nous faire avancer.